C'est bon, vous m'entendez? Ok. Donc bonjour à tous, merci beaucoup à Philippe Hainaut pour l'invitation. Donc on nous a demandé de présenter certains des éléments qu'il y avait dans cet article que nous avons écrit sur la protection sociale des données personnelles. On parle énormément de protection des données personnelles en ce moment. C'est lié en partie à l'entrée en vigueur bientôt du règlement général sur la protection des données qu'on appelle le RGPD. Vous avez peut-être reçu d'ailleurs des cascades de notifications ces derniers jours de la part de Facebook, Twitter, Google et plein d'autres qui sont en train de revoir leurs conditions d'utilisation pour se mettre en conformité avec le règlement. Et puis on en parle énormément parce qu'on est encore sous le coup d'un énorme scandale mondial qui a frappé Facebook, qui est le scandale Cambridge Analytica, qui a mis un énorme coup de projecteur sur cette nécessité de protéger les données personnelles. Alors nous, ce qui nous a intéressé, si vous voulez, c'est on parle de protection des données personnelles, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Qu'est-ce que ça signifie protéger les données personnelles? Et comment faire en sorte que cette protection devienne réelle et effective? Comment conjurer cette espèce d'énorme perte de maîtrise sur les données qu'on sent tous, qu'on subit tous, et quels moyens on se donne pour y arriver? Et notre idée, ça a été de se dire, et si on repensait la protection des données personnelles sous la forme d'une protection sociale, et si c'était ça qui allait nous permettre collectivement de regagner ce pouvoir de contrôle qu'on a perdu jusqu'à présent. Et c'est ça qui, à notre sens, peut faire le lien avec ce qu'a dit Philippe sur le rôle des associations et le rôle des alternatives venues de l'économie solidaire. Dans la continuité de ce questionnement-là, on a commencé par... alors, si je peux juste... Merci. Dans la continuité de ce questionnement-là, mais vous le savez aussi bien que nous, on a commencé par poser la distinction entre opinion publique et société civile. Il est bien clair que la société civile n'est société civile que si elle est organisée. Donc il n'est pas question de prendre cette question-là sous l'angle du grand magma que peut représenter les données personnelles. Il s'agit quand même d'avoir une forme de clarification sur la façon dont une société peut s'organiser. Et il est évident que cette organisation, elle ne passe pas par l'évaluation de signaux faibles ou de signaux forts d'une forme d'expression de l'opinion publique, mais vraiment de pratiques collectives qui vont organiser sous des formes plus ou moins formalisées des institutions de gestion et de protection. Ça nous semble être important à rappeler parce que pour discuter des usages numériques, il faut comprendre que ces usages, ils traversent des usages sociaux qui vont de la sphère privée jusqu'à la sphère publique et que ces différentes sphères s'organisent, se façonnent dans une négociation collective qui est faite par la société civile elle-même. La sphère privée, elle est issue d'une négociation collective et d'un arrangement de la société civile avec elle-même. Et il nous semblait que c'était extrêmement important de faire ces distinctions-là parce que la question de la sphère privée dans le fait d'envisager ces données comme étant des données individuelles, en fait, on va voir qu'elle est cette sphère-là, elle commence à poser un certain nombre de questions et qu'il y a à cet endroit-là des bousculements qui sont opérés par les usages numériques, justement du fait qu'ils traversent ces différentes sphères. Et alors, le point de départ de notre réflexion, ce qui a été un peu un déclencheur, ça a été cette tribune qui a été publiée par deux chercheurs qui travaillent à Télécom Paris Tech, qui sont Paola Tubaro et Antonio Casilli, qui, eux, font le lien entre la question de la protection de la vie privée et celle du travail, en fait, à travers une notion qui s'appelle le digital labor. Leur thèse, en fait, c'était... Donc, ils écrivaient cette tribune à l'occasion de l'anniversaire des 40 ans de la loi informatique et liberté et de la CNIL. Et ils interpellent la CNIL pour lui dire « Aujourd'hui, la défense des informations personnelles ne doit pas exclure celle des droits des travailleurs de la donnée. » Alors, pour comprendre ce qu'ils veulent dire exactement, ils disent en fait qu'on vit sous une sorte de fausse métaphore qui nous ferait croire que les plateformes, type Facebook et autres, extraient les données comme si elles étaient déjà là et qu'elles feraient une extraction de données. Eux, ils disent non, c'est pas comme ça que les choses se passent en fait. Les plateformes nous mettent au travail. Quand nous sommes sur Facebook, même si intuitivement nous n'avons pas la sensation ou la compréhension de faire des gestes qui sont assimilables à un acte de travail, ils disent nous sommes bien mis au travail parce que nous sommes insérés dans un rapport de production à visée économique.
les données ne sont pas déjà là, elles sont produites, et en fait elles sont coproduites entre les utilisateurs et la plateforme. Ce travail, c'est un travail productif, de production de données, et en tant que tel, il faudrait l'identifier. Et ce qui est extrêmement intéressant dans leur tribune, c'est qu'ils disent, en fait, il y a une continuité entre des gens qui sont, et qui ont conscience d'être au travail, par exemple les chauffeurs Uber, ou les livreurs de Deliveroo dont on parlera tout à l'heure avec CodeCycle, mais même l'utilisateur de Facebook, même celui qui tape une requête dans Google, est lui aussi dans une situation qui devrait être identifiée comme une situation de travail. Et à ce moment-là, il dit, le défi qui attend de la CNIL, c'est pas seulement de défendre les données personnelles, c'est aussi de devenir un défenseur des droits des travailleurs de la donnée. Et donc nous, ça a été un peu, si vous voulez, le point de départ de notre réflexion, parce qu'en voyant ça, on s'est dit, on était plutôt d'accord sur le constat, bon, même si on peut avoir des nuances, mais par contre, on pense qu'il se trompe d'idée, c'est-à-dire que la CNIL n'est pas une institution qui est faite pour protéger des travailleurs. En fait. La CNIL est une institution de régulation qui est très importante dans le dispositif, qui a un rôle très important à jouer, mais qui n'est pas une institution faite pour protéger les droits du travail. Si on veut protéger les droits de travailleurs, si on veut protéger les individus en ligne en tant qu'en situation de travail, en fait, il y a déjà une institution qui existe pour ça, qui s'appelle la protection sociale. C'est la protection sociale qui protège les individus dans la situation de travail. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de dire, et si on réinventait les mécanismes de protection des données personnelles sous la forme d'une protection sociale ? En fait, on a saisi cette idée de protection sociale. Alors ça va faire le lien avec ce qu'on disait un petit peu au début, c'est-à-dire que la protection sociale, elle est pensée comme une protection collective. Merci Philippe, excusez-moi. Elle est pensée comme une forme de protection collective qui à la fois protège les individus dans la place qu'ils occupent dans une société, qui protège les droits fondamentaux, c'est-à-dire qui protège la capacité des individus à vivre dignement, mais qui s'est traduit aussi par des institutions qui ont été bâties et conquises parfois collectivement et qui ont vocation à organiser les solidarités, c'est-à-dire à les rendre effectives, actives et à permettre à la société civile de s'en saisir, de les faire évoluer au fur et à mesure de leurs besoins, mais aussi d'intégrer un certain nombre de tensions qui vont émerger au fur et à mesure de l'évolution des usages sociaux, y compris dans la sphère du travail, mais pas que. On a un groupe de travail qui a envisagé cette question-là sous l'angle vraiment de la société, la question de la protection sociale sous l'angle de la société civile organisée du point de vue de la démarche de solidarité et finalement d'une approche par les communs. Et on a essayé de redonner un peu une définition claire en disant la protection sociale protège en même temps la société civile elle-même contre les risques de désintégration qui se concrétisent chaque fois que les forces marchandes dominent dans toutes les sphères de la vie sociale. Et c'est bien ce que vient d'exprimer Lionel, c'est-à-dire que là où on a une continuité des usages numériques qui nous font passer de la vie privée à la vie publique, et qui a cette continuité finalement qui inscrit ces usages dans des rapports de production, il y a des forces marchandes qui se mettent en œuvre à travers nos usages. Et donc il y a besoin d'une protection qui ne soit pas une protection au pointe-à-point, qui ne soit pas une protection qui se cible seulement sur l'individu, mais qui permette la mise en œuvre de mécanismes collectifs et de discussions collectives, et donc de formes instituées collectivement pour protéger les individus qui sont face à ces forces de marché, mais qui n'y font pas face en étant seuls, en fait. C'est là qu'émerge, à notre sens, le besoin d'organisation. Alors du coup, si on considère que les individus en ligne sont bien dans des situations de travail, qui sont insérés dans des rapports de production, la question, ça va être de construire ce qu'on pourrait appeler un droit social des données. Alors actuellement, ça n'est pas tout à fait l'optique de la législation, donc ça date de 1978, la législation informatique et liberté, bon, qui est une législation très importante quand même, qui défend les données personnelles en tant que droit fondamental de la personne, droit de la personne humaine, droit à la dignité humaine. C'est quelque chose qui est très importante. Donc elle est, on va dire, personnaliste, mais elle est aussi profondément individualiste. C'est-à-dire qu'on ne défend la dignité de l'individu, on ne défend les données de l'individu que saisies à travers l'individu isolé, seul. On ne lui reconnaît de droit qu'en tant qu'individu seul et isolé, de droit qu'il va pouvoir actionner à titre individuel pour protéger ses données. Et ça masque complètement en fait des choses qui sont assez profondes sur la nature même des données qu'on dit personnelles,
qui en fait ont toujours une dimension sociale. J'envoie un SMS à quelqu'un, c'est pas ma donnée personnelle. On a de suite une donnée qui est à deux. Il y a des tas d'éléments dans les données personnelles qui ont une nature sociale. En fait, ce qu'on appelle données personnelles, ce sont des coordonnées sociales. Vous êtes toujours en train de vous situer dans une chose qu'on appelle le graphe social, et c'est ça dont les plateformes sont terriblement friandes. Elles ne cherchent pas tellement à vous identifier en tant qu'individu isolé, elles cherchent à vous positionner au sein d'un réseau qui est ce qu'on appelle le graphe social. Et c'est ça qu'elles cherchent à capturer en fait. Or, si vous voulez, cette dimension collective des données est absente de la législation. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en tant que telle, elle n'a aucune existence juridique, on ne défend que l'individu isolé. Et on va voir qu'en termes de mobilisation, ça a des conséquences très fortes. Et il y a une personne qui nous a beaucoup accompagnés dans cette restriction, qui est Alain Suppiot, juriste Alain Suppiot, qui dit « Le droit civil et le droit du travail ont finalement la même raison d'être, qui est de civiliser les relations sociales, c'est-à-dire d'y substituer des rapports de droit aux rapports de force, et d'assurer à tous le statut de sujet de droit libre et égaux. » On peut dire qu'actuellement, la protection des données personnelles, si vous voulez, elle est civiliste, parce qu'elle est très individualiste. Mais ce n'est pas une fatalité. Elle pourrait très bien aussi avoir une dimension collective, et là, pour ça, il faudrait qu'elle s'inspire des mécanismes du droit du travail, qui, eux, ont toujours eu une dimension collective, et c'est pour ça qu'il nous faut un droit social des données. Un droit social des données, alors, ce qui va permettre de poser cette question du droit social des données, c'est ce que dit très bien Olivier Erstein, c'est que ça permet de travailler la question en fait de l'intentionnalité des régimes de captation, de collecte et de réutilisation des données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort du paradigme individualiste, on sort aussi d'une forme de conception du consentement qui met l'individu seul dans un environnement dont il est absolument impossible qu'il maîtrise tous les paramètres. Et c'était pour nous le sens d'un droit social des données, c'est-à-dire de retrouver la dimension collective à la fois de la matière elle-même, des données elles-mêmes, mais de les repenser dans le cadre des interactions sociales en fait. On peut peut-être prendre l'exemple de Facebook, si toi tu peux présenter. Oui. Oui, c'est intéressant de voir que Facebook, en fait, a tout à fait conscience de ça, si vous voulez, et en joue de manière assez étonnante, vous allez voir. En fait, Facebook, donc, leur but, c'est de contrôler cette espèce de graphe social, d'ensemble des coordonnées de la population. Et récemment, on a vu qu'ils ont une sorte d'approche de protection sociale ou de fausse protection sociale. Récemment, par exemple, à cause du scandale Cambridge Analytica, ils ont été obligés de révéler leur politique de modération, c'est-à-dire les critères qu'ils utilisent pour supprimer des contenus jugés abusifs, ou des propos jugés abusifs ou offensants. Et on a pu voir à ce moment-là que toute leur politique est articulée sur la définition de groupes vulnérables. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que certains groupes doivent être plus protégés que d'autres. Et dans ces groupes, vous avez les chefs d'État, les militants, les journalistes, mais aussi des groupes identifiés par la race, l'ethnie, le pays d'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le sexe, le genre, l'identité, le handicap ou la maladie. Donc là, quelque part, on pourrait se dire, ils font une sorte de protection sociale, vu qu'ils protègent des personnes vulnérables. Mais en fait, c'est un énorme piège. En fait, ce qui se passe, alors c'est là que l'utilisation de l'institution de la protection sociale devient vraiment intéressante. C'est-à-dire que, typiquement, cette politique-là de Facebook, c'est exactement une anti-protection sociale. La protection sociale, parce qu'elle est issue de la société civile organisée, elle est pensée historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui en dépit des difficultés politiques et institutionnelles qu'elle connaît, elle est pensée dans une logique universelle. C'est-à-dire que on ne peut pas cibler des individus, encore moins à travers les données personnelles. On commence par un droit qui est acquis à tous, et on est égaux devant les droits. C'est-à-dire qu'il y a une unité des droits, et ensuite les individus vont pouvoir faire appel à la protection sociale en fonction de la situation dans laquelle ils sont. Mais ce n'est pas le droit qui va commencer à créer des catégories de population. C'est bien la société civile qui s'organise, qui acquiert des droits collectivement, et l'institution va après ajuster le mécanisme de mise en œuvre. En fait, Facebook fonctionne exactement à l'inverse. Évidemment, un des problèmes que ça pose, c'est quand même des risques de discrimination. C'est qu'en fait, la conception de la politique sociale, si on peut l'appeler comme ça, la politique interne sociale de Facebook, elle est par défaut discriminatoire. C'est-à-dire qu'en plus, elle est extrêmement essentialisante.
Et donc, elle démonte les rapports sociaux pour recomposer des formes de filets de sécurité qui sont exactement l'inverse de ce que c'est qu'une protection sociale. Protection sociale, c'est jamais un filet de sécurité, c'est d'abord l'horizon de droit et leur déclinaison. Donc là, on voit bien que ça retourne complètement le mécanisme. Ça nous semblait intéressant de le pointer parce que dans ce qu'on vous a décrit tout à l'heure comme les liens, le continuum de pratiques qu'il y a entre les usages privés et les usages publics que vous faites et qu'on fait tous de ces pratiques numériques finalement, on voit bien qu'on a du mal à se mobiliser, on a du mal à faire protection sociale, on a du mal à faire société civile organisée, parce qu'en réalité, il y a une dissymétrie extrêmement forte entre les pouvoirs d'organisation qui nous sont donnés en tant qu'individus usagers et le pouvoir organisant des plateformes qui est absolument presque total, puisqu'ils sont même en situation de nous proposer une soi-disant politique sociale. Et donc, on a un peu poussé la réflexion dans ce sens-là, jusqu'à aboutir finalement au fait que si on s'inspire du droit social, quand il y a ce sous-entendu de dissymétrie des forces dans le droit social, c'est le principe de subordination. En droit social, quand on est travailleur, le principe c'est de dire que l'employeur est dans une situation de force et que le droit social part du principe que les travailleurs sont en situation de subordination. Et cette situation de subordination déclenche la protection sociale organisée. Cette situation de subordination, c'est aussi elle qui sous-entend que l'individu n'a pas à se défendre seul et qui légitime les formes syndicales, les formes collectives de négociation. Et bien, si on transpose cette situation-là aux usages numériques, on aboutit à la logique ou à l'idée d'une subordination d'usage. Ce que tu écrivais très bien, Lionel, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas négocier avec Facebook les conditions d'utilisation. Donc on est bien dans une forme de continuité de subordination, en dépit du fait qu'on ne soit pas salarié en réalité, ou qu'on ne soit pas officiellement travailleur. Donc dans ces usages-là, s'il y a continuité de subordination et subordination d'usage, on peut très bien faire glisser depuis le droit social qui pour l'instant se concentre sur les travailleurs professionnels, on peut très bien faire glisser cet objectif de négociation qui est lié à la subordination, à un continuum de négociation qui s'appliquerait à la subordination d'usage. Et c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé à une idée de protection sociale qui mériterait d'être négociée collectivement. En fait. Ouais. Et c'est vrai que ça fait le lien aussi avec les personnes qui sont dans une zone grise encore plus évidente, qui sont par exemple les personnes qui travaillent pour Uber ou Deliveroo, qui eux sont non plus pas dans une situation de salariat, mais dans une situation de travail indépendant qui là aussi appelle des enjeux de protection sociale. Alors pour faire la transition vers ce qui va être plus réjouissant quand même, on va quand même essayer de garder une note positive, il y a un détour à faire quand même par ce qui s'est passé sur le scandale Cambridge Analytica et ce que ça a montré. Donc c'est peut-être le plus grand scandale en matière de données personnelles qu'il y ait jamais eu de tous les temps. Une émotion mondiale, Mark Zuckerberg sommé d'aller s'expliquer devant le Congrès américain. Donc vous voyez un peu ce qui s'est passé, récupération de plus de 85 millions d'utilisateurs de Facebook ont vu leur profil aspiré par une entreprise qui a utilisé ensuite ces données pour faire de la manipulation électorale. Face à ce problème, il y a un hashtag qui s'est lancé qui s'appelle Delete Facebook, où les gens se sont mobilisés pour supprimer leur compte Facebook. Et c'est un hashtag qui a été extrêmement populaire, qui tourne encore, et il y a pas mal de gens qui ont supprimé leur compte Facebook. Moi je l'ai fait par exemple, supprimer mon compte Facebook, ça a été le déclic. Sauf que quand on regarde les chiffres, en fait, depuis Cambridge Analytica, Facebook a gagné 70 millions d'utilisateurs. Voilà. Et alors là, si vous voulez, moi ça fait exploser le problème d'impuissance collective. C'est-à-dire on est face à une situation où il y a une agitation sur les données personnelles énorme, tout le monde en parle, voilà, il y a beaucoup de gens qui protestent, etc. Mais au final, Facebook gagne 70 millions d'utilisateurs. Et ça donne une sensation de soumission collective qui est terrible. Parce que Facebook est allé s'expliquer devant le Congrès, mais où est-ce qu'il pourrait aller s'expliquer devant la société civile ? Qui pour nous représenter ? Qui pour être ne serait-ce qu'interlocuteur avec Facebook dans une telle situation de crise ? Pour l'instant, on n'a pas le dispositif institutionnel qui nous permette en fait de transférer cette indignation collective
en force d'action en fait. Et c'est ça qui est... Ouais, c'est là-dessus on retombe un petit peu sur les enjeux de droit du travail et la façon dont les mobilisations collectives dans le travail ont été pensées. C'est-à-dire que normalement, quand on est en situation notamment de salariat, évidemment, il y a des droits collectifs qui ont été reconnus, au premier rang desquels le droit de grève. Et le droit de grève, il est associé à un autre droit, ou en tout cas, et plus encore même à une interdiction, qui est que les employeurs, les patrons, ne peuvent pas faire ce qu'on appelle le lock-out. C'est-à-dire que quand les salariés s'organisent et qu'ils décident d'occuper l'outil de production, l'employeur ne peut pas fermer le site, c'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher l'accès par les travailleurs à l'outil de production pour les empêcher de faire grève. Et en fait, là, on voit bien qu'on a l'exemple inverse, finalement. Je vais peut-être vous laisser présenter oui, en fait, parce que ce qui se passe en fait sur les plateformes, c'est que justement, l'employeur, là, en coup, bon, si on considère Facebook comme une sorte de fantôme d'employeur, c'est pas tellement qu'il nous empêche d'entrer, c'est qu'en fait, il nous empêche de sortir. Et donc, nous, on appelait ça le lock-in. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un lock-out qui empêche d'exercer le droit social, voilà, on a un lock-in, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas sortir. Alors, on peut pas. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on ne peut pas sortir. Personne ne nous empêche de sortir. Il suffit de cliquer. Bon, c'est assez compliqué quand même. J'ai bien passé 3/4 d'heure à désactiver mon compte Facebook. Mais personne ne nous en empêche. Mais ce qui nous retient, c'est le graphe social. C'est-à-dire, c'est la puissance du sentiment d'être rattaché à ce qui fait communauté en ligne. Et c'est extrêmement difficile, en tant qu'individu, de prendre le calcul rationnel, ou pas d'ailleurs, mais de faire ce calcul qui nous permet de se détacher du graphe auquel on est rattaché grâce à une plateforme comme Facebook. Mais les autres aussi. Hein. Et donc du coup la question c'est, Antonio Casilli, je pense que c'est une des phrases les plus marquantes qu'on ait jamais écrites sur ce sujet, hein. Il a tout résumé en une phrase, il a dit « La vie privée a cessé d'être un droit individuel pour devenir une négociation collective ». Le problème, c'est que la société civile est engagée dans une négociation collective sans avoir aucun des outils que nous étions donnés dans le cadre de la lutte sociale pour mener cette négociation collective par ailleurs. Et donc la société numérique attend ces outils de négociation collective. Alors, est-ce que tu peux, toi, peut-être présenter les opportunités ouvertes vis-à-vis des actions collectives en justice? L'idée, c'est évidemment, pour terminer, de vous proposer un certain nombre de pistes, en fait, vis-à-vis de ce vide, et de commencer à envisager des modalités d'organisation, en fait. Oui, alors, une des premières, on va aller du plus concret, c'est-à-dire de ce qui existe déjà le plus dans le droit, à ce qui nécessiterait que le droit bouge ou que les pratiques bougent fortement. La première chose que le règlement général de protection des données va ouvrir, c'est une possibilité d'action collective en justice. C'est-à-dire qu'auparavant, quand vous n'étiez pas d'accord avec ce que fait le groupe privé, vous deviez l'attaquer en justice individuellement. Ce qui est quand même assez difficile pour un individu isolé d'aller attaquer une entreprise de cette taille. Là maintenant, le RGPD ouvre la possibilité de faire des actions collectives, c'est-à-dire des recours en justice où les individus vont pouvoir se grouper et on va pouvoir attaquer Facebook à 100, 200, 10 000, 1 million si on veut. Voilà. Et ça permet d'avoir une force de frappe bien plus forte. Et un élément central, et on voit d'ailleurs les premières actions qui se lancent, hein, là, il y a une association à laquelle j'appartiens d'ailleurs, qui s'appelle la Quadrature du Net, qui a prévu dès le 25 mai, dès que le règlement entrera en vigueur, d'attaquer Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft pour violation des droits fondamentaux sur les données personnelles. Et ce qui est central dans cette question, c'est la question de la violation d'une condition du RGPD qui s'appelle le consentement libre et éclairé. Parce que si vous voulez, c'est là où ce droit, en fait, est extrêmement individualiste. C'est-à-dire qu'il considère que le moyen de régulation, c'est la décision individuelle isolée. Et donc, il demande à chaque fois qu'il y a un traitement de données personnelles que l'individu y consente. Mais dans le RGPD, il y a l'embryon d'un droit social des données aussi. Parce qu'en fait, le RGPD dit qu'il faut que le consentement soit libre. Et consentement libre, ça veut dire qu'on ne doit pas vous le forcer en vous soumettant à un chantage au service. C'est-à-dire que la plateforme n'a pas le droit de vous dire soit tu acceptes, soit tu pars. Ça, si elle fait ça, si l'interprétation qu'on défend vaut, ce sera considéré comme une violation du consentement libre, parce qu'en fait, on vous demande d'utiliser vos données comme une monnaie. On vous dit, le service est gratuit, mais tu vas payer avec tes données, en fait. Et ça, ça a le potentiel d'être contraire au RGPD. Et si vous voulez, si on en fait une interprétation un peu différente, on peut dire,
c'est la même chose que ce que pendant longtemps on a appelé le principe de faveur dans le droit du travail. Vous n'avez pas le droit d'accepter de travailler en dessous du SMIC. Vous n'avez pas le droit d'accepter de travailler plus que la réglementation horaire à la semaine. Même si vous le vouliez, même si vous y consentiez, votre contrat de travail serait nul. Parce qu'on ne peut pas donner à l'individu le mettre en situation d'être seul à décider de la protection de ses droits dans une situation où il est dans un rapport déséquilibré. Quand vous êtes face à un employeur qui est plus puissant que vous, on ne peut pas vous demander de consentir à tout. Il y a une limite qui est mise dans la loi. Et en fait, le RGPD est en train de faire ça vis-à-vis des données personnelles. Et donc, il y a une sorte d'embryon de droit travailliste, peut-être, qui est logé dans le RGPD. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs si les actions en justice aboutissent. Peut-être qu'on arrivera à faire éclore ça. Alors, dans la continuité de cette idée d'émergence d'un droit social, et vis-à-vis de cette situation de subordination, encore une fois, de ce déséquilibre, de cette dissymétrie, une des choses qui est possible aussi, c'est de considérer que les conditions générales d'utilisation, si la société civile devient organisée sur ces pratiques numériques en particulier, fonctionnent comme des conventions collectives. Ce que disait Lionel, c'est qu'on n'a pas le droit le contrat de travail, à défaut d'être nul, ne peut pas déroger à un certain nombre de règles qui ont été conçues collectivement, et en premier lieu les conventions collectives. Alors on va s'épargner la conversation sur l'actualité du droit du travail, mais néanmoins, il en reste quand même, au moins pour partie, l'idée d'une hiérarchie des normes, et le fait que les normes collectives doivent permettre à l'individu, lorsqu'il est dans la situation de négociation la plus individuelle, de ne pas pouvoir déroger à ces normes collectives. Et donc les CJU pourraient très bien devenir des formes, des espaces et des textes de négociation collective. Ça veut dire aussi devenir force de proposition, c'est-à-dire pas seulement recevoir un texte de la part des plateformes, mais faire des propositions à cet endroit-là. Et puis l'avantage des conventions collectives, c'est aussi en droit français, mais pas seulement, elles peuvent être étendues. C'est-à-dire que si on a un droit public qui considère que les conventions collectives sont suffisamment bien dessinées, la puissance publique peut décider de les étendre. Elle peut les étendre au niveau national, mais elle peut les étendre aussi au niveau territorial. Alors, évidemment, il y a des cas auxquels on peut penser, les négociations d'Airbnb et de la ville de Madrid, de Barcelone. On a de Londres aussi, qui ont limité le fonctionnement d'Airbnb dans leur ville en disant vous avez un comportement beaucoup trop prédateur, maintenant nous en tant que puissance publique, au nom de l'intérêt général, on va intervenir. Et donc finalement ça influe sur les conditions générales d'utilisation. On pourrait très bien penser à une extension de ce type de première négociation dans d'autres territoires, c'est-à-dire des villes qui saisiraient ces négociations collectives qui se sont passées à un endroit géographique donné et les traduire sur leur propre territoire. Et l'extension, elle pourrait très bien se faire au niveau national. Donc à cet endroit-là, le dispositif législatif, en fait, il est déjà préconçu, il est déjà existant. Donc il y a aussi une logique d'adossement des conditions de négociation numérique sur des dispositifs déjà existants dont on connaît la solidité. Parce que la société civile, à cet endroit-là, elle a déjà conçu des formes solides d'organisation collective et on est déjà en capacité de faire des institutions qui savent organiser la négociation. Donc ça nous semblait important de pouvoir peut-être mettre ces choses en perspective. Et on voit d'ailleurs que il y a eu un début de frémissement là-dessus suite à Cambridge Analytica. Zuckerberg a considéré que à un moment donné, il y avait tellement de pression sur lui qu'il a commencé à dire qu'il allait l'appliquer aux États-Unis, alors que rien ne l'y oblige. C'est un règlement qui est européen. Et il a dit peut-être que finalement, on va appliquer les mêmes conditions à l'ensemble du monde, à commencer par les États-Unis, pour protéger les citoyens américains aussi bien que les citoyens européens le sont. Ça ressemble quand même énormément à l'extension d'une convention collective dans le droit du travail, si vous voulez. Et même les Chinois, en fait, commencent à en parler parce qu'ils savent que le RGPD arrive et c'est un levier de négociation, y compris en Chine. Il y a une autre question là qui va faire le lien directement avec ce qu'on va voir après sur Coop Cycle. C'est, on vous a dit qu'il y avait une sorte de continuité du digital labor, du travail numérique en ligne, mais c'est important de ne pas tout mettre dans le même sac quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains types de personnes qui méritent en fait les protections de la protection sociale traditionnelle. C'est-à-dire qu'on les reconnaisse avec un statut de salarié et avec le statut protecteur qui va avec. Vous savez qu'il y a déjà eu des actions en justice pour que les chauffeurs Uber ou les coursiers Deliveroo soient requalifiés en fait en salariés. Donc pour l'instant, ça a échoué en justice, mais le législateur pourrait à tout moment instaurer une présomption de salariat
et c'est tout à fait possible. Ça, c'est un champ de négociation collective également. Après, nous, on est assez réservé sur... faut faire attention à ce qu'on fait quand même, parce qu'il y a d'autres formes de travail numérique. À notre avis, il ne faut absolument pas consacrer socialement comme ça, du type, vous savez, ce qui se passe sur Amazon Mechanical Turk, c'est du travail à la pièce, où les gens, pendant toute la journée, par exemple, retranscrivent des factures ou vont aller reconnaître s'il y a des arbres sur des photos, et ils sont payés à la micro-tâche d'une infinité. Ça, si on reconnaît ça comme du travail, en fait, on rétablit le travail à la pièce. Donc il faut faire très attention à ce que la protection sociale ne retombe pas dans ce qu'elle a pu aussi avoir de mauvais, c'est-à-dire avaliser des conditions de travail qui n'ont plus rien à voir avec le travail décent. Et ça, il faudrait peut-être même l'interdire complètement plutôt que de le reconnaître. Alors, ce qu'on vous a présenté là, c'était lié évidemment aux relations qu'on entretient avec des plateformes qui ont plusieurs particularités. D'abord, elles sont marchandes, ensuite elles sont lucratives, et ensuite elles ont des comportements, comme on l'a vu, extrêmement prédateurs, mais quand même, comme note d'espoir, on peut quand même envisager les formes qui pensent, des initiatives qui pensent des conditions d'émancipation à travers les pratiques numériques. Alors en particulier, on a beaucoup travaillé on travaille régulièrement avec des gens comme Framasoft qui ont lancé la campagne Dégooglisons Internet, que vous avez peut-être vu passer. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier non plus que cette relation de subordination avec les plateformes, ce n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire que cette espèce de discours de fatalité technologique finalement, il ne doit pas nous faire oublier que c'est tout l'intérêt d'une société civile organisée. C'est-à-dire qu'il y a la forme de protection, mais il y a aussi le fait de demander et de s'organiser autrement. C'est ce que font ce type d'initiatives, à la fois d'éducation populaire. Donc là, on retrouve aussi les droits fondamentaux à comprendre et à être en capacité d'être acteur dans un environnement numérique, mais aussi à développer des formes qui soient plus respectueuses de nos usages. Et puis c'était aussi le sens, je pense, de ce qui est travaillé dans Plateforme en commun, c'était de retrouver des logiques de mise en œuvre des pratiques et des pratiques des plateformes qui soient beaucoup plus respectueuses, c'est-à-dire qui soient pensées en amont comme des formes plus respectueuses. Et puis peut-être pour terminer, vis-à-vis de ce que présentait Lionel sur la façon dont il y a des distinctions et des formes de solidarité à repenser. S'il y a des formes de travaux qui, à notre sens, ne pourront jamais faire l'objet d'un travail décent, il y a aussi une forme de solidarité qui doit pouvoir être repensée dans l'environnement global dans lequel ces plateformes évoluent. Là, vous voyez le graphe que présente Antonio Casilli dans ses cours. En fait, on retrouve dans l'organisation internationale du travail qui est organisée par les plateformes des formes de colonialité, c'est-à-dire des héritages des formes coloniales d'organisation économique, qui sont exactement les mêmes formes qui sont traitées par exemple, le commerce équitable. C'est-à-dire, on retrouve des formes d'exploitation des travailleurs les plus fragiles par nos usages occidentaux, à travers des plateformes qui nous exploitent, nous, jusqu'au dernier des travailleurs sous les formes Mechanical Turk, mais on peut aussi penser aux fermaclics, c'est-à-dire des gens qui vont imiter notre comportement à nous pour faire monter des référencements de plateformes, par exemple, pour moduler nos usages. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre vis-à-vis de ce continuum de pratiques, il y a un continuum de solidarité aussi, il nous semblait, à penser avec les travailleurs, nous en tant qu'usagers. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter.